Bonsoir à tous, bienvenue sur la première, Fabien Ruel au micro pour votre émission Présence protestante. Il sera question d'un film ce soir, Le fantôme de Spandau, un film d'Idriss Gabel et Marie Calvas. Voici un extrait. Notre grand-père Charles est pasteur protestant. Il a aussi pendant de nombreuses années exercé les fonctions d'aumônier dans les prisons. C'est ainsi qu'il a été amené à rencontrer un jour un détenu peu ordinaire, Rudolf Hess, un ancien dirigeant nazi, condamné à la prison à vie au lendemain de la guerre. Ce travail déroutant va durer près de 10 ans et se terminera de façon brutale. De cette époque, notre grand-père a gardé de profondes blessures, mais aussi des lettres, des photos, des documents qu'il n'a jamais partagés, mais qu'il a conservé dans le grenier de sa maison. Aujourd'hui, Charles a 88 ans, et nous sommes devenus des adultes, avec nos doutes et nos questions. Pourquoi notre grand-père s'était-il investi à ce point dans cette relation avec un criminel nazi? Pour Charles, engager ce dialogue avec nous n'allait pas de soi, mais il a finalement accepté de replonger dans ses souvenirs au cœur de la prison de Spandau. Un extrait qui en dit long et qui donne le ton de cette émission. Avec nous pour en débattre, les réalisateurs Idriss Gabel et Marie Calvas. Alors dites-nous, pourquoi un tel film et un tel portrait quelque part de votre grand-père? On est né comme ça, notre grand-père était l'aumônier, on l'a vu, on a vu son témoignage, mais on trouvait que c'était quand même intéressant de partager finalement cette aventure avec un public, et c'était ça la volonté première du documentaire, et donc de partager aussi notre questionnement d'adultes sur finalement ce travail. Et puis dans le film, il y a plusieurs thèmes qui sont développés, dont un des thèmes importants qui paraît être paradoxal d'en parler comme ça ici, mais du pardon justement. Donc est-ce qu'on peut pardonner? Qui peut pardonner? Et est-ce que le bourreau demande pardon? C'est un peu ça toute l'intrigue du film. Marie, on vous sent aussi passionnée lorsqu'on regarde le film, lorsque vous analysez les documents? On a grandi avec cette histoire, mais finalement, à notre âge, on a quand même découvert des choses incroyables à propos de toute cette période qu'on a vécue enfant avec notre grand-père. Et donc, c'est aussi ça, le film, c'est cette surprise et cette découverte de tous ces documents qu'il a archivés pendant des années. Et puis voilà, ce travail effectivement d'aumônier qui est quand même un travail à la base complètement fou. Qu'on soit l'aumônier de n'importe quel prisonnier, c'est quand même se donner beaucoup, un don de soi. Et là, c'est face à un nazi. Et du coup, qui est un peu l'image du mal, le mal absolu. Enfin, en tout cas, dans nos inconscients, comme ça, c'est cette image-là. Et donc, on retrace cette histoire de ce lien qui se tisse entre l'aumônier, entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, ou en tout cas se comprendre vraiment, et qui finalement, s'installe un vrai dialogue entre ces deux personnages. Ça éveille des questions auxquelles on ne répond pas forcément, mais on a envie que tous les spectateurs se la posent avec nous, c'est-à-dire on voit notre grand-père finalement se poser des questions sur le pardon, et on l'accompagne, il nous prend la main pour nous accompagner dans ce questionnement, et du coup on prend aussi la main des spectateurs pour dire est-ce qu'on peut pardonner, à qui, à quel moment, pourquoi, enfin voilà. C'est pas attendu de se dire qu'on peut pardonner, mais voilà, que ce soit clair, nous, ce film, c'est pas du tout un plaidoyer sur Rudolf Hess ou essayer de réhabiliter, non, c'est le questionnement de ce travail d'aumônier qui est un travail particulier où on ne peut pas le faire sans donner de l'amour. C'est une situation unique et elles sont rares de devoir donner de l'amour à quelqu'un qui a vraiment participé à ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui le mal absolu. Voilà, on n'a pas sur Terre difficilement fait pire malheureusement que le régime nazi. Et le bras droit d'Hitler, ça n'est pas rien non plus. Donc voilà notre grand-père embarqué là-dedans, et nous c'était ça, on voulait dans l'intimité de notre famille, dans l'intimité de sa maison, particulièrement du grenier où il a archivé toutes ces notes, des manuscrits inédits même de la main de Rudolf Hess. On voulait donc emporter un public avec nous dans cette intimité et dans cette réflexion pas à pas comme ça, et pour finalement mieux comprendre. Après, le public nous dira si notre pari, si l'aventure de ce documentaire est réussie. Effectivement, nous poursuivons à présent avec un deuxième extrait du film où votre grand-mère s'exprime.
C'est pas tout de suite que j'ai eu un peu la même impression que les enfants, que quand même, Monsieur S prenait beaucoup de temps. Mais vu ce qu'il vivait lui-même, privé de sa famille, seul prisonnier dans une grande prison, on capitule devant une chose comme ça. On se dit que ça, c'est quand même beaucoup plus important. Et comment je pouvais dire à mon mari, tu dois le laisser et le considérer comme tel, comme certains veulent que tu le considères. Alors bien sûr, votre grand-père est fort impliqué, mais on voit aussi la main de votre grand-mère. C'est vraiment un couple particulier. C'est vrai que notre grand-mère a aussi participé à soutenir notre grand-père, mais dans la réflexion, dans beaucoup de choses, voilà, à son combat, à sa démarche, voilà, on peut appeler ça comme ça, activement. Et donc, effectivement, pour nous, c'était aussi une surprise. Notre grand-mère, en plus, a été responsable de la Croix-Rouge pendant assez longtemps, et donc il y a toute cette philosophie de la Croix-Rouge aussi qui se veut neutre, qui est neutre face à n'importe quelle situation. Enfin voilà, elle est là que pour sauver, pour aider ou pour réfléchir à comment voilà. Donc notre grand-mère a aussi cet état d'esprit de neutralité et de toujours réfléchir voilà, à la chose sans le bien, le mal, forcément le noir et le blanc. Elle nous fait nous poser des questions qu'on ne se serait jamais posées voilà, face à justement cette situation d'un nazi en prison qui nous paraît assez voilà, c'est logique qu'il reste en prison. Et voilà, elle ouvre des portes. On ne peut que adhérer à ce qu'elle dit, en tout cas l'écouter et réfléchir avec elle. Ces deux personnages qui sont nos grands-parents ont vu, et c'est ce qu'ils nous disent tout le long du film, ils ont vu un homme. C'est un peu à contre-courant. Nos sociétés ont tendance à désigner comme monstres ceux qui nous ont fait du mal, mais c'est une erreur. C'est une erreur que plusieurs philosophes dans l'histoire nous ont alertés. Il faut voir l'homme pour ce qu'il est, avec ses côtés positifs et ses côtés, évidemment négatifs et destructeurs. Si on ne tire pas des conclusions sur ce qu'est vraiment l'homme, eh bien, nos sociétés ne pourront pas avancer. Sinon, c'est finalement trop facile de mettre l'étiquette de monstre ou de folie. Et ce ne sont pas les nazis n'étaient pas des fous. Ça s'apparentait pas à ça, malheureusement. C'était des hommes capables du pire et qui ont, pour certains, été des très bons pères, par exemple, ou des choses comme ça. Mais justement, ce film, ça interroge. Mais l'être humain, finalement, c'est quoi? Il est capable de quoi? Et puis voilà, quand il est sorti de l'horreur, de l'horreur auquel il a participé, qu'est-ce qu'il reste de part d'humanité de lui? Et voilà, autour de Rudolf Hess, il y a vraiment dans ce film toute une question sur voilà ce qu'est au final l'être humain, et qui nous fait réfléchir tous sur ce que nous sommes. Votre grand-père ira jusqu'à interroger les grands d'Europe sur cette thématique. Notre grand-père a fait partie de plusieurs personnes d'autres, des aumôniers avant lui, et puis d'autres personnes des droits humains qui se sont interrogées, mais à quoi ça servait encore de garder ce dirigeant nazi aussi longtemps en prison, mais aussi dans les conditions dans lesquelles il était. Le film en parle, mais voilà, les 20 dernières années de la vie de Rudolf Hess, il les a passées à la prison donc de Spandau, mais seul avec presque 200 personnes pour le garder. Finalement, notre grand-père là-dedans, c'est ça, c'était sa grande interrogation, et il se dit, voilà, aussi simple que ça, il a écrit effectivement aux dirigeants, à Ronald Reagan, à François Mitterrand, à Kohl, Madame Thatcher, etc., etc. Pour les interpeller, que faisons-nous avec ce prisonnier? Est-ce qu'il ne serait pas temps de le libérer, tout simplement? Pas parce que sa peine était finie ou quoi que ce soit, mais parce que c'était devenu un vieillard grabataire et devenu le plus vieux prisonnier, en tout cas dans les prisons occidentales. On découvre dans le film une sorte de dialogue de sourds. Oui, chacun remettait la faute à l'autre, et c'est vrai qu'on avait vraiment un contexte ici où il n'y a pas eu vraiment de grand courage politique pour prendre une décision vraiment nette et claire, et surtout une réflexion sur ce qu'est la justice. Et c'est ça aussi dont parle finalement notre documentaire. On est dans un monde qui a besoin de justice, et justice, ça n'est pas la vengeance, justice, ça n'est pas la torture, justice, c'est la justice. Et donc le cas de Rudolf Hess, encore une fois, nous questionne sur notre passé, mais aussi sur notre futur.
ce ne sera pas le dernier bourreau à ébranler notre société démocratique. Donc, que faisons-nous déjà aujourd'hui ou demain de nos bourreaux? Et quelle justice pour eux? Marie, est-ce qu'on peut dire que la foi de votre grand-père a joué un rôle? J'ai grandi avec sa foi, c'est-à-dire que sa foi nous était presque imposée, mais sans qu'il le veuille, mais c'est-à-dire qu'il ne vit que par sa foi, notre grand-mère aussi, hein. Ils ont tous les deux un chemin des très 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 jeunes, engagés, quand ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, ils s'envoyaient des lettres en se disant voilà, notre vie sera faite on suivra les chemins de Dieu. Pour eux, il y a une évidence, c'est que leur vie est consacrée à Dieu pleinement. Donc voilà, cette foi, elle est souvent difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou même quelqu'un qui croit en Dieu mais qui n'est pas comme eux si engagé que ça. Mais c'est sûr que c'est ça qui a ouvert en tout cas les portes de leur esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont qu'amour pour les autres. En tout cas, ils veulent tendre à ça. Après, évidemment, nos grands-parents ne sont pas non plus parfaits, ne sont pas des saints. Mais voilà, leur vie est consacrée aux autres dans tout ce qu'ils ont fait, que ce soit en Afrique, effectivement, à Berlin avec Rudolf Hess, plus tard en Israël. Voilà, donc oui, la foi est très, très importante dans leur vie. Mais dans ce documentaire, nous, on a voulu forcément présenter, on n'allait pas essayer de cacher ou occulter cette part de foi qui est intéressante à analyser, mais nous, le documentaire va au-delà. Ce n'est pas un documentaire prosélyte ou notre grand-père le dit très bien d'ailleurs, n'importe quel aumônier qui soit rabbin, imam ou d'autres religions ou philosophies, il fallait faire quelque chose. Voilà. Enfin, il aurait fait la même chose. C'est clair, chacun en aurait la charge, mais voilà, il se fait que là, ça a été notre grand-père avec sa personnalité particulière. Et nous, dans ce film, c'est ça qui nous a intéressés. C'est au-delà de ça, c'est cette foi qui l'amène à être un humaniste profond. Enfin, de toujours faire confiance à la part d'humanité que l'homme peut avoir, aussi pire soit-il, comme Rudolf Hess ou d'autres. Est-ce compliqué de réaliser un documentaire familial? Un film familial, en documentaire, j'ai envie de dire, c'est un passage que beaucoup de réalisateurs ou réalisatrices font, mais ça n'est jamais facile. Je crois que c'est le film le plus dur qu'on peut faire, c'est un film sur sa propre famille, et nous, on avait beaucoup d'angoisse à louper le principal. Voilà, on voulait que les gens viennent dans l'intimité de notre famille, mais c'était pas pour y faire une espèce d'introspection, analytique ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment profiter des richesses et de l'amour, encore une fois, qu'il peut y avoir dans notre famille, dans les familles. Et pour nous, c'est ça qui est réussi au final dans les retours qu'on a déjà eus du public et dans les festivals de documentaires, d'avoir réussi ce pari à plonger un public dans une intimité, à le toucher, à le faire réfléchir en tant qu'être humain sur lui-même. Il y aura un avant et un après? C'est clair que il y avait un avant, il y a eu un pendant, toute la réalisation de ce film qui a quand même duré presque 4 ans. Hein, c'est pas rien comme chemin. Mais c'est vrai qu'on vient à peine finalement de le finir, donc on ne prend pas encore la mesure de l'aventure, mais je pense qu'on a très sincèrement, et sans vouloir exagérer, mais je pense qu'on a vraiment grandi et que oui, si pour les prochains films, il y a une maturité maintenant et une confiance en nous plus forte, et on espérera donc partager toujours avec le public des thématiques et des réflexions profondes et surtout percutantes, qui ont du sens à être partagées. Quel est le mot de la fin que vous aimeriez nous laisser, Marie? Le mot de la fin, j'espère que notre message va être entendu, partagé, et qu'on n'en finira jamais de se poser des questions plutôt que d'avoir des idées très arrêtées surtout. Surtout s'empêcher d'avoir des idées très arrêtées, des principes très très arrêtés et de se poser toujours des questions et ne pas voir le blanc et le noir, mais essayer de voir les nuances de gris. Merci d'être venu présenter le fantôme de Spandau. Plus d'infos sur le site agentdouble.be. Vous pouvez réécouter cette émission sur le podcast de La Première ou bien encore sur le site de l'association protestante de radio et télévision aprt.be. À très bientôt. Au revoir.